bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo sur le thème des personnages du roman. Alors j'avais dit que j'en ferais une, je ne savais pas encore trop quand. Cette fois c'est parti, je vais vous présenter les personnages principaux et vous raconter un petit peu qu'est-ce que j'ai récupéré de réel dans l'histoire des peuples qui ont pu vivre en Amazonie ou dans les Andes. On commence par Hippolyte, puisqu'effectivement, c'est un petit peu le titre du roman, la mission d'Hippolyte. Alors, Hippolyte, effectivement, j'ai repris la reine-mère des Amazones de la mythologie grecque, sans surprise. Effectivement, forcément, c'est pas la même, ça a été modifié, je n'ai repris que le nom et le statut de reine, que j'ai modifié, puisqu'elle n'est pas la reine de base, mais a pris le trône suite à une passation de pouvoir que vous pourrez voir dans le livre. Donc c'est une femme qui est très courageuse, volontaire, qui est proche de son peuple et des filles de sa tribu. Elle fait passer toujours les autres avant elle. Elle va devenir la mère adoptive d'Alcaïa, l'autre grande guerrière du livre. Et ça va se faire de manière assez naturelle pour elle. C'est une femme qui est noble d'esprit et pour qui le credo, c'est un petit peu, si tu veux que ton peuple le fasse, alors fais-le toi-même. Voilà, c'est un petit peu le côté, il faut montrer l'exemple. C'est pour ça d'ailleurs que pendant les batailles, Hippolyte sera toujours en première ligne, puisqu'elle estime que c'est le rôle d'un chef de guider son peuple, que ce soit dans la vie de tous les jours ou dans la victoire. Pour continuer sur le thème des Amazones, on va justement aborder le personnage d'Alcaïa. Alcaïa, qui est donc la fille adoptive d'Hippolyte, orpheline depuis très très jeune, elle n'a connu qu'elle comme mère et va d'ailleurs devenir son bras droit. Grâce à l'éducation que cette dernière lui a donnée, elle va se montrer un petit peu comme une guerrière d'élite. Elle va être son pilier, elle va être là pour la réconforter. Elles vont avoir un lien très fort toutes les deux qui fait qu'elles ne sont pas l'une sans l'autre. Voilà, Alcaïa, c'est plus que la fille adoptive d'Hippolyte. C'est vraiment, c'est un peu son monde en fait. Elle représente tout ce qu'on peut attendre. Une fille, une amie, un soutien. Voilà, c'est vraiment un lien très très complexe. Alcaïa, c'est aussi une guerrière qui est courageuse, comme sa mère, valeureuse. Elle a hérité de sa mère le côté humble, puisque devenant sa fille adoptive, elle devient princesse héritière de la tribu, mais n'en fera jamais mention. Pour elle, c'est vraiment quelque chose de secondaire en fait. Elle ne se considère pas au-dessus de ses sœurs d'armes, mais leur égale. C'est ce qui fait d'Alcaïa un personnage, je trouve, assez attachant, puisqu'on n'est pas dans le rapport hiérarchique. J'ai pas choisi son nom au hasard, puisque Alcaïa est vraiment une Amazone qui existait dans la mythologie aux côtés d'Hippolyte, d'Antiope et de je ne sais quelle autre guerrière. Et d'ailleurs, son prénom, Alcaïa, Alka, Alco, ça a une consonance guerrière. C'est un chef d'armée. Dans la mythologie, Alcaïa était la chef des armées de l'Amazone Andromaché. Donc, j'ai pas repris en fait son personnage de manière anodine. Étant chef des armées dans la mythologie, il était pour moi logique qu'elle soit chef des armées des troupes d'Hippolyte. Et en tant que princesse héritière, ben, ce rôle lui colle encore plus à la peau en fait. Donc le passé d'Alcaïa n'est pas tout rose, puisqu'effectivement, en plus d'être orpheline de base, elle a eu un enfant qu'Hippolyte lui a autorisé à garder et qu'elle devra elle-même mettre à mort. Et ça, bah, si vous voulez savoir pourquoi, il faudra lire le roman. Mais voilà, c'est vrai qu'elle a une vie qui n'est pas toute rose, mais qui ne l'empêche pas d'être ce qu'elle est actuellement, c'est-à-dire une guerrière valeureuse. Pour ce qui est de l'autre trio, Okiale, Aurelia, Kat, bon, c'est un petit trio qui représente l'équipe principale d'Alcaïa. Donc, on pourrait les considérer un peu comme l'équipe d'élite d'Hippolyte. C'est vraiment les guerrières qu'elle envoie un peu partout pour les missions importantes. Elles sont toutes entraînées. Okiale est excellente à l'épée. Aurelia manie l'arc comme personne. Elles ont chacune des spécificités. Elles se complètent entre elles et elles ont un lien assez fort. Donc c'est vrai que c'est un petit trio que je trouvais sympathique, qui est un petit peu secondaire, puisqu'effectivement elles n'ont pas de rôle prépondérant, si ce n'est qu'Okiale se rapprochera de plus en plus de Lara au fil des livres. Notamment, je prépare quelque chose dans le tome 2,
Donc ça, pareil, ce sera à suivre. Mais voilà, elles sont toutes à peu près les mêmes qualités. Elles ont un lien très fort entre sœurs d'armes. Et du coup, jamais l'une sans l'autre, quoi. C'est toutes pour toutes, en fait. Concernant Lara, donc Lara est bien sûr l'héroïne, son nom Amazon Astéria, son nom de naissance. Le prénom de Lara lui a été attribué par ses parents adoptifs lorsque sa mère a dû et a été contrainte de l'abandonner vers ses 1 an de vie en moyenne. Lara est une jeune femme qui est très posée, qui est calme, douce, elle a son petit garçon, sa vie, elle est vétérinaire, elle vit à Trinidad, tout va bien là-bas, enfin, elle a une petite existence tranquille. C'est une mère célibataire, elle est séparée du père de Cody qui a été pendant longtemps noyé dans l'alcool, tout ça, ce qui lui a valu des remontrances du chien Nao, qui l'a d'ailleurs déjà attaqué pour défendre sa maîtresse. Donc c'est une femme sans histoire qui vit sa petite vie tranquillement jusqu'au jour où elle va découvrir Alkaya, qui va se montrer très prévenante avec elle, qui va lui dire méfie-toi, t'es pas toute seule ici et pas tout le monde te veut du bien. Donc ça va susciter beaucoup d'interrogations dans son esprit et à tel point qu'elle finira finalement par suivre cet inconnu. Sans même savoir si ce qu'elle fait est bien judicieux, mais la curiosité est plus fort que tout. Puis il ne faut pas oublier qu'elle a les gènes de son peuple, c'est une Amazone, même si elle l'ignore encore à ce moment-là, et donc elle va être poussée par la curiosité à la suivre et à en découvrir davantage. Donc elle va s'y rendre. Et c'est vrai que sur le premier tome, c'est une femme qui est très réservée. On m'a parfois dit absente. C'est volontaire en fait. C'est volontaire puisqu'elle arrive dans ce monde qui est inconnu, des choses qu'elle n'aurait pas pensé imaginables. Pour elle, tout ça, ça dépasse la frontière du réel. À quel moment vous apprenez que les déesses ont implanté dans cette zone des Amazones? À quel moment vous pouvez parler avec un cheval comme si de rien n'était? C'est tout à fait logique. À quel moment vous vous rendez compte que vous avez des pouvoirs qui n'existent techniquement que dans les films de fantasy, de fantastique? Donc pour elle, tout ça, c'est quelque chose d'incroyable. Et elle est complètement perdue. Donc elle a beaucoup de questions, mais elle n'a pas forcément osé les sortir puisque c'est dans son caractère. Mais petit à petit, en se rapprochant, en développant l'histoire jusqu'à la fin du tome 1, en fait, Lara va évoluer. Et elle n'a pas fini d'évoluer puisque dans le tome 2, ce sera encore plus exploité. Je tiens à faire vraiment une évolution étape par étape pour elle. Et donc, si elle vous paraît effacée dans le premier tome, je vous garantis que dans la suite, ce sera autre chose. Je ne peux pas évoquer Lara sans évoquer son chien, Nao, puisque, a priori, c'est juste un personnage que j'ai ajouté comme ça, pour le fun, on va dire. Voilà, elle a un compagnon, bon, bah, il l'accompagne partout, tout ça. Nao se révélera être plus qu'un simple chien. Pour ceux qui ont lu le livre et qui ont bien été attentifs au prologue, vous ferez d'ailleurs le lien entre ce gentil chien qui dormait lorsque Lara avait 1 an et qu'Altika a dû l'abandonner, et Nao, présent près de 30 ans plus tard. Donc forcément, pour certains, le lien a été complètement fait dès le début, c'était une logique. D'autres, pas forcément. Donc je vous laisse vous faire votre opinion. Et sachez que j'ai dit quelques petits indices, on va dire, dans le dernier tiers du roman. Et ça se confirmera sûrement dans le tome 2. Donc soyez attentifs parce que Nao pourrait vous réserver bien des surprises. Le personnage de Tora. Tora, c'est un cheval qui a bien fait rire Aurora. Ça, je l'ai bien noté. Tora, c'est un étalon qui a été capturé. Capturé par Okiale et ramené au clan Amazon, il est sauvage. Il refuse de se faire toucher, mais alors par tout le monde. Cependant, suite à un certain événement que je ne spoilerai pas, il va accorder sa confiance à Lara. Bah oui, sinon c'est pas drôle. Hein. Et donc accepter d'être sa monture. À certaines conditions. Personne ne peut l'approcher. Personne ne peut le toucher. Personne ne peut le monter. Voilà. Lara est seule à pouvoir avoir un lien avec lui. Il fera une petite exception à un moment donné, mais je ne vous dirai pas quand, ni pourquoi, ni pour qui. Il faudra lire le livre. Donc, le lien qui unit Tora et Lara est assez spécial puisqu'on apprend que les Amazones et leurs montures peuvent communiquer entre elles.
Donc, à partir de là, tout se fait par télépathie, chose qui, j'avoue, m'a été fortement inspirée par un livre que j'ai lu quand j'étais petite. Alors, je ne sais plus trop le nom exact de la saga, mais le livre s'appelait Mu, le feu sacré de la Terre. Et j'ai adoré ce rapport entre le garçon de l'histoire et le chien qui l'accompagne. Et en fait, ça m'a inspiré cette idée pour, à mon tour, approfondir le lien entre les Amazones et leurs chevaux. Petite parenthèse mise à part. Donc Tora est un animal qui est très, du coup, dévoué à sa maîtresse, mais qui garde son tempérament de cheval sauvage, donc qui est têtu, qui est borné. D'ailleurs, il refusera souvent d'écouter les ordres donnés par la jument de tête, la jument d'Alkaya, puisqu'il considère que c'est pas à une femelle de lui dicter sa conduite. Donc, il y a plein de petites choses comme ça. Tora, je l'ai beaucoup mis en fait dans le sens dérisoire, puisque moi, mon point de vue, c'était d'en faire un peu un personnage comique, un personnage qui soit dans le sens des Amazones, c'est-à-dire qui n'aime pas la compétition masculine, qui n'apprécie pas du tout les hommes, et en même temps qui soit très lié à sa maîtresse, donc assez attachant. Donc c'est un personnage sur lequel je me suis complètement lâchée. On en vient à Blake. Après avoir fait Nao, après avoir fait Tora, il est normal de parler du meilleur ami de Lara. Donc Blake, lui, il connaît Lara depuis des années, quoi. Ils ont tout fait ensemble, ils se connaissent depuis, pas le collège ni le lycée, mais un petit peu après. Ça fait des années, lui, il a connu le fils de Lara depuis tout petit. Donc c'est vrai qu'il y a un lien très fort entre eux, c'est plus que des amis, ils sont complémentaires. Et c'est quelqu'un qui va tout donner pour les personnes qui l'apprécient. Donc c'est vrai que quand il va apprendre la vérité sur Lara, il va pas se montrer plus surpris que ça, mais au contraire, il va être là pour soutenir son ami. Et il ira jusqu'à proposer son aide et ses services à Hippolyte pour justement pouvoir faire en sorte que son ami ne soit pas la seule à prendre les risques. Donc là, vous allez me dire, oui, c'est Ku Klux Klan, le mec c'est un... Ouais, c'est l'over, c'est à l'eau de rose, c'est tout ça. Non, j'ai pas vraiment envie de tendre vers l'eau de rose, même si peut-être que d'ici la fin du premier livre, il pourrait y avoir des petites choses un petit peu moins catholiques. J'en dirai pas plus. Mais c'est vrai que ces deux-là sont assez inséparables et malgré tout, il y aura des divergences entre eux puisque Lara ne voudra pas que son ami mette sa vie en danger et vice-versa. Vous allez me dire, je la vois bien venir la petite question. Oui, mais écoute, Blake, c'est un mec et les Amazones, elles aiment pas les mecs. En effet. Mais vous êtes une reine malade. Vous avez besoin de l'aide de la seule personne de la lignée de la grande déesse qui soit encore en vie. Et cette personne, eh bien, elle est meilleure amie avec un mec. Quand vous êtes Hippolyte, que vous êtes une grande dame, bah, vous faites des concessions et vous acceptez que cette personne continue à le voir puisqu'elle ne fait pas partie de votre monde de base. Elle est née dans un monde complètement différent, c'est une citadine et elle part du principe qu'elle ne peut pas lui imposer en fait tout d'un coup comme ça en lui disant maintenant tu fais partie des nôtres, tu vis ici, tu renies ton fils, tu renies ton ami, tu es une guerrière, tu es une femme, c'est une femme avec une femme quoi, on est tous ensemble, il n'y a pas de mec, c'est fini. Donc, du coup, c'est comme ça que j'ai amené la chose pour pouvoir faire résider Blake à la cité, mais si quelqu'un refusait d'accepter sa présence. Pour ceux qui l'ont lu, vous aurez bien sûr reconnu Morka, la vieille chamane, qui n'est pas du tout d'accord pour qu'un homme foule le sol de leur cité. Donc, elle fera tout pour convaincre Hippolyte de le... Voilà, forcément, Lara va pas être d'accord. Donc, il va y avoir des tensions et Morka fera peut-être quelques petites bricoles pas très sages qui risqueraient de coûter gros à tout le monde. Donc, c'est un personnage qui, dès le début, pour moi, était évident qu'il ne serait pas forcément en accord avec la politique d'Hippolyte de dire on tolère parce qu'on a besoin de Lara. En ce qui concerne les Incas, alors j'ai repris des bases réelles.
Alors pour ça, je parle bien sûr de la ville de Pissac. La ville de Pissac qui est réelle, j'ai fait une vidéo dessus, il y a un article sur mon site si jamais vous voulez le regarder. Donc c'est une ville qui est actuellement en tout cas en deux parties. Vous avez les ruines et plus bas vous avez le village. Ensuite, pour tous les personnages que j'ai affiliés à Pissac, il y a l'empereur Pachacutec. Pachacutec Inca Yupanqui, qui était un des grands empereurs Inca. Et d'ailleurs, on l'associe à la création de Pissac. C'est pour ça que j'ai fait ce lien et que j'ai choisi cet empereur. Là aussi, j'ai fait une description sur mon site internet. Il y aura une vidéo qui lui sera dédiée bientôt. Donc, je ne vais pas trop m'étaler. Pour ce qui est de ses fils, Tupac et Yamke, c'est pareil. Ce sont vraiment les fils qu'a eu Pachacutec par le passé. Bien sûr, pour le roman, on a le côté fantasy qui dit que les grandes déesses protègent les Incas et que c'est pour ça qu'ils sont vivants à l'heure actuelle. Mais je garde bien, j'ai gardé la lignée en fait. Je me suis dit, quitte à lui donner des enfants, autant réutiliser les données historiques. Donc, je me suis occupée de faire des recherches et de récupérer ces fils réels dans l'histoire pour les incorporer dans la mienne. Voilà. Donc pour eux, c'est que du réel. Tous les autres sont fictifs au niveau des Incas. Il n'y a que l'empereur et ses fils que j'ai repris de l'histoire du peuple Inca des Andes. Donc ça, c'est vraiment quelque chose que je tiens à préciser, puisque vous pouvez du coup aller en apprendre plus sur eux, quoi. D'ailleurs, pour la petite anecdote, ceux qui sont amateurs de bière, sachez que là-bas, il y a la chicha. La chicha, c'est l'équivalent un peu de la bière, c'est fait à base de maïs fermenté. Et donc, pour l'anecdote, c'est le fils de Pachacutec, c'est Tupac en fait, qui, sous son règne, avait demandé à jeter en fait tout un lot de maïs qui avait commencé à pourrir puisqu'ils n'étaient plus consommables. Ils les ont balancés et en fait, un SDF qui passait par là, bah oui, apparemment, il y avait des SDF au temps des peuples incas. Ce monsieur qui passait par là, il avait faim. Il a voulu goûter un maïs et en fait, ils avaient commencé à fermenter et c'est comme ça que l'alcool a été découvert au niveau du maïs. On s'est rendu compte que lorsqu'il fermentait, on pouvait en tirer une boisson et c'est comme ça qu'est née la chicha, l'ancêtre de la bière. Enfin, nous arrivons sur THE personnage sans qui il n'y aurait pas d'histoire. Et oui, il y a des guerrières valeureuses, mais forcément, il y a un méchant pas beau. Et ce méchant pas beau, c'est donc Zargon. Zargon, bon, le nom n'a pas été très élaboré, hein, vous m'en conviendrez que, bon, j'ai pas été creusé jusqu'à Tombouctou pour réussir à le trouver, celui-là. Mais voilà, c'est comme ça. C'est moi qui décide, c'est mon histoire. Donc, Zargon, qu'est-ce que c'est ? Alors, il m'a été fortement inspiré par la race des Tarkatans dans Mortal Kombat, pour ceux qui connaissent. Pour ceux qui connaissent pas, c'est cet affreux Jojo tout dégueulasse ici. Physiquement, Zargon, ça ressemble à un homme. Je dis ça ressemble parce que c'est plus trop un homme du coup. Il est issu de manipulations génétiques faites par les trucs secrets. Je vais dire américains, ouais, parce que c'est par contre en Amérique du Sud. Donc forcément, c'est qu'ils ont migré de l'Amérique, voilà. Enfin bref. Il y a eu un micmac là-bas, dans des labos, ils ont voulu créer des super guerriers, et à la place, ils ont créé des super pavots. Donc, en fait, j'ai repris l'idée un peu de Jurassic Park. En fait, j'ai repris plein d'idées, je crois. Moi, tu me donnes des idées, je te fais tout ça dans un milkshake, et boum, c'est bon, t'as un bouquin. Non, en fait, oui, je me suis dit, manipulation ADN, pour faire des super soldats, il faut améliorer les compétences. Donc, on mélange avec des ADN reptiliens et batraciens. Pourquoi ? Parce que les reptiles et les batraciens sont connus pour avoir des capacités hors du commun, que ce soit en termes de vision, que ce soit en termes de sensibilité olfactive, que ce soit sur la capacité de camouflage. Et c'est plein de petites données qui, pour gagner des guerres, peuvent être quand même de sérieux atouts. Donc, je me suis dit, on va partir sur des super soldats. Forcément, tout a foiré. Il y a un petit génie qui a dû faire n'importe quoi. Il a peut-être un petit peu trop picolé avant de faire ses essais. Et du coup, beaucoup se sont retrouvés à développer des problèmes comportementaux, puis des mutations, jusqu'à donner l'aberration qu'est Zargon. Donc, pour vous donner une idée physique, vous pouvez très bien reprendre la base des Tarkatans de Mortal Kombat, mais pas entièrement, hein, ça ne reste une inspiration, donc physiquement, si vous les mettez à côté, ils n'ont pas la même tronche. Hein.
Ce sont des créatures qui sont très agiles. Ils peuvent très bien grimper sur les arbres ou des flancs de montagne à la Spider-Man, les mecs. Hein. C'est vraiment une mutation, j'ai envie de dire animale. Voilà. Ils ont acquéri des capacités motrices ouais, même locomotrices, j'ai envie de dire, hors du commun. Donc tant que la paroi est poreuse, ils peuvent grimper partout. Hein. Si vous faites courser, vous pouvez en avoir en haut, en bas, à gauche, à droite, par terre, ils rampent aussi, je sais pas. C'est un truc de ouf. Au niveau du regard, ils ont une vision nocturne accrue. Donc ça, je l'ai repris en m'inspirant des jaguars, puisque le jaguar est le plus grand félin d'Amazonie. Et même si je fais déjà référence au jaguar par quelque chose qui se passe dans les premiers chapitres, j'ai failli spoiler, et par un des pouvoirs de Lara, du coup, bon, je me suis dit, on va quand même mettre un petit clin d'œil au niveau de Zargon, puisque bon, les reptiles ne sont pas faits pour être... ils sont pas reconnus pour avoir une vision de ouf. Donc voilà, il a une vision accrue la nuit, il peut grimper partout où c'est possible. Il fait des bonds, le mec, aux Jeux Olympiques, il aura toutes les médailles. Voilà, c'est vraiment une créature hors du commun, et c'est pour ça que les filles, elles ont un petit peu de mal quand même à se battre contre lui, parce qu'elles sont bonnes à l'épée, elles sont bonnes à l'arc, elles sont bonnes à tout ce que vous voulez, mais ça reste des femmes, et elles n'ont pas des super pouvoirs. Là, c'est pas les Amazones de Wonder Woman, hein, voilà. On est sur du terre à terre. Bon, exception faite pour Lara et Altika, j'avoue, mais sinon c'est pas drôle. Donc, de toute façon, c'est mon histoire, c'est moi qui décide. Donc voilà. Ça c'est le gros méchant pas beau qui va vous dégoûter peut-être à un moment donné. Aurora, je sais qu'il y a une scène qui t'a fait pleurer, et normalement il y a 2 scènes qui sont faites pour faire pleurer, mais du coup je pense savoir c'est laquelle, donc je vais pas spoiler parce que voilà, mais j'avoue que sur ce plan j'ai été une... Je le dirai pas, non je le dirai pas. Voilà. Donc, non, sincèrement, je suis désolée d'avance pour ceux qui ont une âme sensible et qui liront la deuxième partie du tome 1. Alors, on a fait un petit peu le tour. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que les personnages inspirés de réels, ce sont Linka et ses fils. Les Amazones sont toutes tirées de la mythologie grecque, hein, parce que je vous parlais d'Alcaïa, mais Okiale, Aurélia, tout ça, c'est aussi des prénoms Amazones qui sont tirés de la mythologie. J'ai pas inventé les noms comme ça en tirant plouf plouf. Lara, bon, bah, elle, je l'ai complètement inventée, bien que on va me dire, ah ouais, mais tu l'as appelée Lara parce que c'était Lara Croft? Non, 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 c'est une coïncidence parce que j'aimais bien ce prénom, c'est facile à écrire, c'est petit, c'est court. Et puis c'est comme ça, de toute façon, voilà, c'est moi qui décide. Donc, mis à part tout ça, le reste, c'est que de la pure invention. J'ai été inspirée par plein de choses. Donc si je vous dis la liste, on n'aurait pas fini, cette vidéo durerait 3 plombes. Donc voilà, j'espère quand même que ça vous aura plu. Si vous avez d'autres questions ou d'autres envies de vidéos, n'hésitez pas à me les mettre. J'en ferai une sur l'Inca, j'arrive plus. J'en ferai une sur l'Inca Pachacutec, Yupanqui, et du coup je mettrai 2-3 bribes sur ses fils. Mais voilà, je vous ai dit, j'ai déjà fait une vidéo sur Pissac, donc voilà, ce sera pas non plus une vidéo XXL, puisqu'il y a déjà des données qui ont été mises dedans. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, je vous fais un gros bisou. N'hésitez pas à vous abonner et à partager. À bientôt.